Les entreprises de textile étaient parmi les plus grands employeurs de Quaticook, ce qui a permis à une bonne partie de la population d'avoir une vie décente. Aujourd'hui à l'émission Ici Quaticook m'était compté, nous verrons comment certains industriels de Quaticook ont su trouver des créneaux différents pour survivre dans un contexte économique difficile. Malheureusement, certaines entreprises ont décidé de fermer leurs portes. Le textile occupe la place principale dans l'histoire industrielle de Quaticook. Durant de longues décennies, c'est le secteur industriel qui contribue le plus à l'emploi local. On peut attribuer à deux grands facteurs le développement des industries du textile à Quaticook. La venue du chemin de fer du Grand Tronc à partir de 1853, ainsi que l'augmentation du tarif protecteur imposé par le Canada sur le coton et d'autres produits importés, ce qui favorise la mise en place d'un important secteur manufacturier en Ontario et au Québec. En 1883, John Thornton et Edwin F. Tompkins achètent une machine à tisser de la compagnie Quaticook Cotton. Ils démarrent une petite entreprise qui s'agrandit graduellement et s'incorpore sous le nom de Cascade Narrow Fabrics. En 1898, elle est achetée par la Corticelli Silk Company et après de nouveaux aménagements, elle devient la Building Corticelli Limited en 1911. Dès 1925, l'entreprise possède 1500 machines et emploie entre 200 et 300 ouvriers et ouvrières. On fabrique des galons plats, ronds, élastiques ou non élastiques et des lacets pour corsets et chaussures. La Building contribue également à l'effort de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale et fabrique un bon nombre d'articles pour les militaires, cordes de parachute, lacets pour les bottes d'armée et plus encore. Malgré une expansion dans les années 40 et une très bonne réputation au fil des ans, la Building Corticelli Limited connaît des difficultés financières dans les années 80. Malgré plusieurs efforts, elle ferme ses portes en 2004. Moi, j'ai été directeur de l'usine ici en 2000. Je suis arrivé en janvier 2000, si ma mémoire est bonne. Et j'ai été directeur jusqu'à la toute fin des opérations en 2005. On avait une très bonne réputation, les clients nous appréciaient beaucoup. À un moment donné, on doit être compétitif sur le marché. Puis avec l'avenue des pays en voie de développement, on a connu la compétition avec le Mexique. Je n'étais pas ici à l'époque, je n'étais pas à Building Corticelli à ce moment-là, mais j'étais à un autre endroit dans l'industrie textile. C'était pas nécessairement facile parce que les prix étaient vraiment bas. Mais quand la Chine est rentrée sur le marché, ça n'avait pas de bon sens. Il y avait des prix tellement bas qu'on ne pouvait pas compétitionner avec ça. Qu'on a dit, garde, achète les conteneurs qui arrivent de la Chine, mais quand il va te manquer une couleur ou un produit, appelle-nous, on va te le faire. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à continuer à survivre pendant un certain temps. Mais quand tu es dans l'eau jusque-là, des fois tu prends une gorgée d'eau, puis tu avales de l'eau.
En 2014, David Sépulchre, homme d'affaires et amoureux des vieux bâtiments, fait l'acquisition de la building Corticelli dans le but de préserver ce bâtiment industriel historique et de le convertir en complexe touristique. C'est en 2018 que le projet de condo touristique prend forme avec l'association de 3 entreprises québécoises, Tomico, ADSP et Wellguest. La métamorphose du bâtiment industriel est amorcée et va accueillir dès 2020 ses premiers visiteurs. Alors, le projet des condos de la building Corticelli a débuté il y a quelques mois, quelques années également. En fait, on essaie de conserver au maximum les poutres apparentes qui vont vraiment donner un beau cachet au condo. Alors, le complexe comporte 66 condos. On a vraiment des condos pour tous les genres, condos une chambre allant jusqu'à 3 chambres. Le complexe va également comporter une salle de réception, également salle d'entraînement, piscine extérieure chauffée. Donc, vraiment un complexe unique qui vise surtout à promouvoir le tourisme en région. La Penman emploie plus de 300 hommes et femmes pour la confection des sous-vêtements à panneaux pour hommes et la fabrication des fameux Ladies Bloomers pour dames. Ces premiers bâtiments sont construits en 1884 à la suite de l'incendie qui rase la Knighting Company. Mais ce n'est qu'en 1893 que la Penman se porte acquéreur de l'industrie. Celle-ci opère jusqu'en 1969, année où elle concentre ses opérations à son usine de Saint-Hyacinthe. En 1976, la Tillotson Company s'y installe et oriente sa production vers le domaine du caoutchouc. En 2005, la Best Glove Limited occupe les lieux et produit essentiellement des gants de caoutchouc, tels ceux des chirurgiens. Malheureusement, l'entreprise a décliné notre demande de tourner à l'intérieur des lieux. Le secrétaire général nous a réunis dans le même département tous les employés. Et il nous a envoyé ça le lendemain. Après qu'il ait fini de parler, le monde a fait. J'étais seul au milieu à peu près 4-5 dirigeants dans la compagnie. Et ils ont pris la précaution de me dire « assis-toi ». On a une annonce à vous faire. Puis là, ils m'ont annoncé que l'usine fermait. C'était une des premières usines qui fermait avec 250 employés. C'était une des premières usines textiles qui a fermé au Québec. Dû où ça commençait à l'importation des pays étrangers, les pays, surtout les pays en voie de développement. Et ça a commencé une série de fermetures d'usines qui a duré pendant presque 20 ans. Puis lui, bien, il est devenu président du syndicat. Ouais. C'était les pires années de ma vie, parce que j'ai fermé l'usine. C'est ça. Alors, j'étais sur le bateau, c'est celui qui est resté jusqu'à la fin. Puis on venait de se marier, on avait acheté une maison, puis là, ils disent ça ferme dans 1 an. Alors, les usines, dans ce temps-là, c'était un genre de famille, une grosse famille. La paroisse au complet, on a travaillé ici au Penman. Et juste dans notre famille, on était 10 qui travaillaient ici dans cette usine-là. Et c'était aussi des lieux de rencontre parce que autant elle, ma soeur que moi, on a rencontré nos époux et nos épouses ici. Ah ouais? Pendant plusieurs jours. Les lumières au nord, ils s'éteindaient très tard dans la nuit. Parce que beaucoup de monde avait beaucoup de choses à se dire et à penser. Parce que pour eux autres, c'était vraiment un drame. Parmi les entreprises qui se sont installées à Quaticook, certaines ont réussi à perdurer dans le temps grâce à la relève familiale qui a su porter le flambeau. D'autres entreprises se démarquent et réussissent à se tailler une place de choix dans l'industrie du textile, d'un bout à l'autre du Canada, des États-Unis et même à travers le monde. Entreprise familiale de 3 générations, Tissus GeoSheared fournit des tissus d'ameublement commerciaux aux plus importants fabricants de meubles de bureaux et distributeurs de tissus au Canada et aux États-Unis. Oui, l'entreprise GeoSheared a été fondée en 1937 par mon grand-père. Puis lui est venu de l'Angleterre en 1930 parce qu'il est venu gérer une compagnie de textile qui a fait un joint venture avec une compagnie anglaise, avec une compagnie québécoise, puis il est venu gérer ça. Et avec l'argent qu'il a fait là, il a dit « je veux me partir en affaires moi-même ». Fait qu'il a commencé en 1937, il a trouvé une petite usine à Waze Mills, pas loin de Quaticook ici, puis il a parti son entreprise là. Puis
Puis ils faisaient des tissus pour des couvertes de laine pour l'armée canadienne et aussi pour les habits, pour les manteaux, puis les affaires pour les soldats canadiens pendant la guerre. Fait que c'est ça qu'il a fait. Mon père, il a étudié le textile en Angleterre et il est revenu ici au Canada, puis il a pris la relève de mon grand-père en 1964. Et c'est lui qui a transitionné la compagnie dans le tissu d'ameublement de bureau, ce que nous faisons présentement, parce qu'on était avant ça dans le vêtement, puis les couvertes, puis les affaires comme ça. Puis Périane et moi, ma sœur, on a repris la relève en 1994. On a repris la relève en 1994 et on a fêté notre 80e année en affaires en 2017. Qu'est-ce qui nous démarque? C'est le fait qu'on est très spécialisé dans les affaires, on est très flexible. On peut avoir des petits lots, on a des livraisons rapides et on a un système ici qui s'appelle le système Color Spec où on peut tisser un tissu en blanc et le teindre dans 2 couleurs dans un bain de teinture, fait que ça nous donne une grosse flexibilité avec les couleurs et tout ça. C'est la qualité, la méthode de production, les délais de livraison, la flexibilité qu'on a, fait que tout ça combine qu'on est capable de tirer l'épingle du jeu, comme on dit. L'industrie du textile est difficile maintenant, mais avec notre niche de marché puis notre fonctionnement, la façon qu'on travaille et tout ça, ça va très bien actuellement. On a 60 employés ici. On exporte 75 aux États-Unis et ça va très bien. On a des bons chiffres d'affaires. Pochettes et sacs à main haut de gamme, coussins décoratifs, l'entreprise Philael encourage l'entrepreneuriat chez les artisanes burkinabes et québécoises tout en créant des objets éthiques et écologiques conçus au Québec. Plusieurs des articles de Philael sont créés avec les tissus de GeoSheared, faits à partir de bouteilles de plastique recyclées. Il s'agit d'une belle association pour les deux entreprises. Dans mon entreprise, en fait, l'arrivée de GeoSheared, en fait, le fait d'avoir connu l'entreprise GeoSheared m'a vraiment ajouté un tournant un peu plus écologique pour Philael parce que, en fait, c'est un ami qui m'a parlé d'une amie qui avait travaillé pour GeoSheared et qui m'a mis en contact avec Iskander. Puis tout de suite, on s'est rencontrés, ça s'est vraiment bien passé. Puis j'ai la chance, en fait, de collaborer avec eux. Ils nous fournissent en tissu fait de bouteilles de plastique recyclé. Donc tous les tissus unis qu'on a, comme par exemple, si vous voyez les tissus rayés, ça c'est les tissus qui sont faits à la main par les femmes au Burkina Faso. Mais tous les tissus unis sont faits chez GeoSheared, puis découlent d'un procédé de transformation de bouteilles de plastique. Puis, on a un nouveau projet aussi pour faire avec les tissus, nos rouleaux de tissus faits à partir de bouteilles de plastique recyclé. On veut vraiment développer une gamme de sacs pour en faire des sacs réutilisables qui vont pouvoir être achetés soit par des petites entreprises, soit par des grosses entreprises. Ils vont pouvoir mettre leur logo dessus ensuite, puis dire que les sacs sont éco-responsables. C'est vraiment, je pense que GeoSheared puis Philael ont deux façons de penser très similaires. Donc, ça fait une très belle collaboration. La Codette Incorporée est une entreprise familiale bien connue de la ville de Quaticook. En 1946, Charles-Émile Audette décide de produire sa propre marque de vêtements de travail et de plein air pour répondre aux besoins du marché québécois. Il baptise sa nouvelle ligne le Gros Bill, en référence au surnom de l'ex-capitaine de l'équipe du Canadien de Montréal. Après une expansion aux États-Unis en 1954, la marque Gros Bill se transforme en Big Bill afin de s'adapter à la langue anglaise. 4 usines de production plus tard, dont 2 à Quaticook, une à Richmond et une à Colebrook, New Hampshire, ainsi que 2 centres de distribution à Magog et à Newport, Vermont, la Codette reste fidèle à sa mission, faire la production de vêtements de travail pour des travaux des plus robustes sans compromettre le confort. Jean-Pierre Audette, qui a dirigé plusieurs années l'entreprise, a même eu l'idée d'inventer des bottes de travail qui respirent. Les gens oublient, ils pensent souvent que Big Bill, c'est une entreprise américaine. Non, c'est vraiment une entreprise d'ici, Quaticook. Tout a été parti d'ici. Il n'y a rien, aucune des styles, des designs, des brevets qui viennent d'ailleurs qu'ici, à Quaticook. Tout a démarré ici d'A à Z. Des brevets présentement, j'en ai 2. J'en ai un qui se fait très longtemps. J'en ai eu un deuxième, ça fait environ 1 an.
Et j'en ai un en instance de brevet présentement. Celui qui est en instance, on l'appelle la botte intelligente, là. Ça a commencé, il y a une couple d'années, on a fait faire une étude sur les bottes. Le résultat de cette étude-là, c'était que les gens avaient beaucoup trop chaud dans leurs bottes et avaient les pieds beaucoup trop humides. On l'appelle la botte intelligente parce qu'elle respire, mais aussi elle s'adapte aux différentes températures, été comme hiver. On est parti d'une table à dessin complètement vide et on a décidé une botte sans compromis. Bien sûr, on a rencontré quelques problèmes qu'on a réglés. On est rendu à la 3e génération et présentement, je pense qu'on est bien correct avec cette botte-là. Mon père, écoute, si j'ai des questions, je l'appelle, il va faire plaisir de m'aider. Puis on est une bonne équipe. Écoute, aujourd'hui, la 4e génération, on est moi et ma cousine Jessica. Puis j'en suis entouré de Justin puis Vincent, qui sont de la 3e génération, les frères plus jeunes à Jean-Pierre. On fait des meetings à toutes les semaines de CA pour voir ce qu'on s'en va, puis on regardait le cap. Pour rester concurrent, écoute, pour compétitionner contre nos concurrents qui viennent de la Chine, partout dans le monde, on n'a pas eu le choix de se revirer vers la technologie, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre que subit plusieurs entreprises aujourd'hui. On n'a pas le choix, il faut avoir de l'automatisation. On s'est reviré dernièrement vers des autocoupeurs. Écoute, c'est des machines qui coupent automatiquement le vêtement. On transfère le patron directement dans la machine. On étend la coupe, puis la machine la coupe tout seul. On a aussi une machine, on a aussi une nouvelle machine à poche. Écoute, ça remplace 4 opérations. Avant ça, poser une poche, il faut que tu presses la poche, tu couses la poche, tu tacles la poche et tu poses le flap. À ce temps, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tout se fait en une opération. On place le pantalon, on place la poche, le flap, on actionne 2 boutons et tout se fait automatiquement. On recherche de plus en plus de la main-d'œuvre. On a dû se tourner plus pour l'automatisation des machines. Depuis une dizaine d'années, nous allons à chaque 2 ans en Allemagne chercher de la nouvelle machinerie, chercher de la nouvelle technologie, la fine pointe de la technologie, justement pour répondre à la demande de nouvelles machines. C'est le futur. Écoute, on n'a pas le choix. Si on pourrait avoir des employés, on aurait moins d'automatisation, mais là, vu qu'on manque de main-d'œuvre, on n'a pas le choix d'avoir de l'automatisation. Autre histoire de famille, les origines de la Niners remontent à 1895. L'expérience acquise au fil des années a permis à la compagnie de diversifier son offre et de proposer un vaste éventail de produits et boyaux à large diamètre de haute qualité, légers, extrêmement flexibles, compacts et résistants. L'engagement de Niners à investir dans la recherche et le développement a fait de lui un leader dans l'industrie du boyau d'incendie. En fait, Niner a été fondé en 1895. En fait, à Mladen, au Massachusetts, États-Unis. Le fondateur est Charles Henry Niner. C'est en 1914 que William et Charles Louis Niner, 2 fils du fondateur, ont décidé d'ouvrir une usine de boyaux d'incendie au Québec et ils ont privilégié la ville de Quaticook pour ouvrir leur première usine. On croit, c'est pas nécessairement véridique, mais le fait d'être à proximité des douanes américaines était probablement une des raisons pour lesquelles ils ont choisi Quaticook, qui facilitait le transport entre l'usine de Mladen et Quaticook finalement. Et en 1993, ça a été une date importante pour nous parce que l'entreprise a décidé d'investir 3,3 millions de dollars et ouvrir un nouveau centre de fabrication de boyaux sur la rue Merrill, endroit où on est actuellement depuis maintenant 26 ans. Le futur de Niner, en fait, Niner est une entreprise centenaire. On va célébrer nos 105e anniversaire en septembre prochain. Niner est actuellement en pleine expansion. On augmente le chiffre d'affaires d'année en année et je pense que nos objectifs sont tout de même précis et clair pour le futur. On veut continuer à innover, continuer aussi à être le chef de file mondial au niveau de la fabrication des boyaux qui sont tissés. On est reconnu pour notre qualité. On veut maintenir la qualité, l'excellence qu'on connaît de nos produits au travers du marché qui est actuellement mondial. Donc, c'est des années qui, je pense, devant nous sont très prospères, autant
vraiment dans l'optique de prendre l'expansion et de permettre aussi d'embaucher des nouveaux employés puis continuer à contribuer à l'économie de Quaticook. Pour une entreprise de textile centenaire, on est très en avant-garde sur la technologie. On vend au niveau mondial, donc on a une fenêtre partout sur le monde. Puis c'est très stimulant, puis c'est très intéressant de travailler ici. Mon travail à moi, à partir en tant que technicienne en contrôle qualité, c'est de s'assurer que la matière première qui rentre répond à nos normes, à nos critères d'acceptation. Et tout au long du procédé, on va faire des tests à chaque étape de la fabrication du boyau, de l'entrée des petites granules, le fil, en passant par le tissage, l'extrusion, le traitage, la cuisson. Puis ça va terminer avec, à la sortie, on va faire une dernière inspection pour s'assurer que le produit il est dans nos critères d'acceptabilité, qui sont très élevés. On vend nos produits à travers le monde, donc autant Canada, États-Unis, l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Asie, on en vend partout dans le monde. Donc, on a de la compétition partout dans le monde, puis il faut qu'on soit les meilleurs partout. Une des raisons pourquoi on est encore en fonction chez Niner à Quaticook, c'est envers l'innovation qu'on fait. On a fait beaucoup d'innovations à travers les années, dans le gros diamètre, petit diamètre, automobile, le gaz, le pétrole, municipal, dans tout ce que tu peux toucher, on a évolué énormément. On a toujours été à l'écoute de nos clients. On a eu un employeur qui a toujours été à la coche pour nous fournir les outils besoin pour continuer à évoluer. Puis je pense qu'avec la main-d'œuvre, bonne main-d'œuvre aussi pour nous supporter puis envers les changements. Tu peux pas avoir une compagnie, il faut que le monde embarque. Si t'as pas de changement, le monde faut qu'il accepte le changement. Puis le changement nous a fait innover énormément, construire, avancer dans côté production, qualité, tu peux le nommer, on l'a. Avant, on faisait des produits maximum 1,5 pouce de large. Là, on atteint des 24 pouces de diamètre. C'est quand il y a des bris dans les infrastructures d'eau potable dans les villes. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au lieu de remplacer le tuyau qui est brisé au complet, on leur fabrique une gaine qui est extensible pour faire différentes grosseurs, qui peut aller de 6 pouces jusqu'à 24 pouces de diamètre. Ça prend moins de temps, etc. C'est pour l'eau potable, pour la monnaie de l'eau. Le film « On est au coton » de Denis Arcand, le grand cinéaste québécois, touche la fermeture de l'usine Penman à Quaticook. Mais avant tout, c'est un film qui relate les problématiques des industries du textile au niveau de la qualité de l'air dans ces usines et qui menace souvent à des problèmes pulmonaires et même des mortalités. Déjà là, le concept de santé et sécurité au travail était déjà soulevé dans ces usines. Mais allons pas plus loin. Revenons à Quaticook. Quaticook, la problématique, c'était simplement la fermeture de l'usine pour déplacer, c'est-à-dire une partie du travail fait vers le Mexique. L'usine La Penman avait déjà 2 autres usines au Canada, une à Paris en Ontario et l'autre à Saint-Hyacinthe. Les participants de ce film qu'on retrouve encore aujourd'hui, M. Jean-Paul Caron, Denise Caron et M. Réal Tremblay. Ces gens, Réal Tremblay et Jean-Paul Caron, ont participé à une négociation, à savoir d'une forme de reclassification ou de relocalisation des employés qui allaient écoper de la fermeture de l'usine. Il y a des gens de Quaticook qui ont demeuré sur place, qui ont décidé tout simplement de se retrouver pas un salaire, pardon, mais un poste à des endroits différents dans d'autres usines de textile, mais aussi l'économie quaticookoise commençait à se transformer. Exemple, la Célanise qui est arrivée a permis à ces gens de se redéplacer vers ces postes-là, vers ces usines-là, pardon. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a plusieurs familles de Quaticook qui ont eu à quitter pour se déplacer vers Saint-Hyacinthe. De ces familles, je pense que la plupart vont se rappeler les Sévigny, les Illy,
les Létourneau, il y a des Saint-Pierre qui se sont déplacés aussi, des Philippons, et il y en aura peut-être d'autres que j'oublie. On retrouve le tout. Mais ce qui est le plus important en, disons, écouter le film, c'est de regarder l'émotion des gens. Lorsqu'on perd un emploi et qu'il faut avouer que le degré de scolarité est à cette époque assez bas, c'était pas évident pour tous. Est-ce qu'ils pouvaient se retourner aux études? Non. Est-ce qu'ils voulaient se relocaliser ou trouver quelque chose à Quaticook? Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui a pu se déplacer à Saint-Hyacinthe. Ainsi, ça a été un coup à la fois social et économique très dur pour Quaticook. Et c'est surtout ça que Au Coton relate. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on peut en être fier parce que Denis Arcand, on regarde la qualité de cinéaste qu'on retrouve aujourd'hui et il est venu tout de même présenter une problématique à ce niveau. Il y a un fait qu'il reste à vérifier. Ce film aurait été, je dis bien, aurait été censuré parce que ça bousculait, c'est-à-dire le pouvoir économique, qui était souvent encore entre les mains des anglophones. Et ça l'a mené tout simplement à pouvoir calmer la grogne qui pouvait se retrouver au Québec. Mais il faut se rappeler les états d'âme des gens de Quaticook, qui étaient tristes, vraiment tristes. Pour l'avoir visionné, c'est quelque chose à regarder. Et pour tous ceux qui aimeraient le visionner d'une façon très simple, vous allez sur l'Internet, vous allez sur Google et vous allez encoder ou inscrire « On est au coton » qui va vous mener à l'Office national du film et vous allez pouvoir le visionner gratuitement. Et vous verrez, mais s'il vous plaît, visionnez-le dans sa totalité. Comme ça, vous allez comprendre la complexité des problématiques de l'industrie du textile au Québec. Qui aurait cru que les produits de la plus vieille entreprise de transformation de Quaticook se retrouvent maintenant à travers le monde? Au prochain épisode, nous parlerons du patrimoine religieux et nous verrons que certaines églises se sont transformées avec les années.